Alors, une remarque sur la présentation que je vais faire. Je m'appuie essentiellement sur une enquête qui a été menée par l'association Amorce sur les réseaux de chaleur en 2010. Et donc, je vais vous présenter justement quelques résultats de cette enquête pour positionner déjà en France un petit peu l'ensemble des réseaux de chaleur, ce qui permettra de ne pas se focaliser directement sur Tramail. Alors, quand on regarde justement ces réseaux de chaleur, on constate tout d'abord que pour 1 kWh utile au niveau de l'administré, eh bien, on va avoir des dépenses de kWh en énergie primaire et on a un ratio qui n'est pas du tout le même selon le type d'énergie utilisée, selon la source utilisée. Alors, dans les extrêmes, eh bien, on remarque que l'électricité individuelle va présenter un ratio de 2,69, alors que lorsque l'on est à réseau bois, eh bien, on a un ratio de 0,45. Donc là, déjà, ça devrait nous interpeller lorsque l'on parle de réseau de chaleur, en disant, quelle est la source énergétique que nous allons utiliser et quelle est son incidence sur, je dirais, notre économie globale, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que quelque part, c'est bien des kilowattheures en énergie primaire qu'au niveau de l'État, au niveau de la nation, on est obligé de rentrer pour ensuite avoir des kilowattheures utiles. Et donc, il faut déjà commencer par se poser ce genre de questions. Ensuite, quand on regarde ce qui se passe au niveau des facturations, on s'aperçoit que ces facturations, eh bien, il faut les décortiquer un petit peu. Alors, il y a différents éléments de décortication, entre guillemets. Tout d'abord, le type de réseau, on a généralement une première partie qui est le réseau primaire. Et là, donc, on est directement lié à la source génératrice de chaleur. Et ensuite, on a l'interface, souvent un échangeur, qui permet ensuite de se relier au réseau secondaire, donc à l'usager. Et donc, on a une première facture qui est la facture énergétique sur le réseau primaire. Mais ce n'est pas la facture totale de l'usager. La facture totale de l'usager, elle va comprendre aussi, au niveau de son réseau secondaire, eh bien, des frais d'entretien, de renouvellement, voire des frais d'amortissement. Et donc, je dirais, quand on regarde les factures, quand on parle de prix en kilowattheure, en mégawattheure, etc., eh bien, il faut être capable de savoir quel est justement ce prix, qu'est-ce qu'on a derrière. Ensuite, quand on regarde au niveau des factures énergétiques, c'est-à-dire sur la partie, on va dire, principale du réseau primaire, eh bien, on s'aperçoit que ces factures se présentent généralement avec deux valeurs. Une valeur qui est associée à un abonnement, à une puissance souscrite pour l'habitation, pour le logement, et puis une seconde valeur qui va être liée à la consommation effective au niveau de ce logement. Donc on va parler d'une part fixe, donc qui va être exprimée en euros par kilowattheure ou par kilowatt ou par mégawatt, et puis on va avoir une part variable qui, elle, va dépendre bien évidemment de la consommation de l'usager. Et là on s'aperçoit à nouveau qu'en fonction du type d'énergie, eh bien la proportion part fixe, part variable n'est pas du tout la même, selon que l'on est par exemple sur un réseau de chaleur alimenté par une usine d'incinération d'ordures ménagères, ou que l'on est sur un réseau de chaleur alimenté en géothermie. Et ça a quand même une réelle importance, parce que quand on fait des études comparatives entre différentes solutions, généralement cette étude comparative elle est faite à un instant T. Et on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe entre, par exemple, une solution gaz et une solution bois, par exemple. Ce qu'il faut réaliser, c'est que après, il va se passer un phénomène qui va être ce qu'on appelle l'inflation énergétique. Mais l'inflation énergétique ne va pas jouer, bien entendu, sur la partie fixe. La partie fixe, c'est l'investissement, c'est ce qu'on aura déjà payé une fois pour toutes. Et donc, l'inflation énergétique, elle va jouer sur la partie variable. Et même si vous mettez donc une inflation énergétique identique entre la solution gaz et la solution bois. Si vos deux solutions à l'instant T, à l'instant de votre étude, sont équivalentes du point de vue coût, engagez-vous vite dans la solution bois, parce que dans la solution bois, vous avez une proportion de variables qui est plus faible que dans la solution gaz. Donc vous allez beaucoup plus augmenter la solution gaz en faisant votre inflation énergétique que la solution bois. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même intégrer. Indépendamment du fait qu'on est bien d'accord, l'inflation énergétique, selon le type d'énergie, n'est pas du tout le même. On a des exemples qui montrent qu'il y a de gros écarts. Alors ensuite,
l'association Amorce, en relation avec le syndicat national de chauffage urbain, eh bien, a fait des études sur plus de 400 réseaux référencés en France. Alors en fait, la demande était très simple, hein. Tout gestionnaire de réseau était amené à remplir un questionnaire, c'était basé sur le volontariat, je remplis ou je ne remplis pas. Donc il y a eu plus de 400 gestionnaires de réseau qui remplissent plus ou moins régulièrement cette base de données, qui est alimentée tous les ans et qui permet donc d'en déduire des statistiques. Et donc à partir de ces statistiques, eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, pour un bâtiment qui serait de type RT 2005, 120 kWh par mètre carré par an, eh bien, on a un classement pour dire, pour l'instant, en 2010, c'était le réseau de chaleur à plus de 50% d'énergie renouvelable qui était le plus intéressant du point de vue financier en coût total pour l'usager, et que, à contrario, la PAC individuelle, au contraire, c'était quelque chose qui était le moins intéressant. Et donc, ça permet déjà de redonner encore d'autres éléments d'appréciation sur les réseaux. Alors après, il y a bien entendu l'aspect environnemental, et l'aspect environnemental, ça va être, par exemple, dépendant des émissions de gaz à effet de serre, et là, on peut à nouveau s'interroger sur les grammes de CO2, l'équivalent, émis par kilowattheure selon la source énergétique. Et là, à nouveau, on s'aperçoit qu'il y a des classifications qui apparaissent, qui montrent qu'il faudrait peut-être éviter du charbon, mais ça tout le monde en avait conscience, et plutôt basculer sur de la biomasse, plaquette sûre, parce que là, effectivement, c'est a priori là qu'on aura le moins d'impact en émissions de gaz à effet de serre. Après, on peut discuter sur d'autres types de pollution, de particules fines, etc. Il peut y avoir un débat sur d'autres types de pollution, mais au moins sur ce genre de critères, il y a aussi des classements qui ont clairement été établis. Si bien que quand on regarde bien, eh bien on peut obtenir pour un parc social moyen ou un logement peu performant, selon que l'on est en RT 2012 ou en RT 2005, on peut obtenir des classifications de logements. Et donc on s'aperçoit très clairement, c'est pas une surprise, l'électrique individuelle, c'est peut-être pas la meilleure formule pour se chauffer. Que par contre, si on est sur un réseau bois bien alimenté en bois, 80% de bois, eh bien c'est l'une des meilleures réponses dans pratiquement tous les cas. Donc ça permet donc d'avoir sur un élément quand même significatif, je vous rappelle plus de 400 réseaux étudiés, donc d'avoir ce genre d'éléments de classification. Pareil au niveau, bien entendu, des émissions de CO2, on peut obtenir ce genre de classification. L'étude, elle est disponible, elle est en ligne, vous pouvez la télécharger par l'intermédiaire de l'association Amorce ou sur le SNCU, le syndicat national de chauffage urbain. Vous pourrez télécharger les renseignements, vous pourrez aller revoir un petit peu tous ces graphiques avec les commentaires. Et donc maintenant, moi ce que je vous propose, c'est de focaliser cette fois un tout petit peu sur ce travail pour vous expliquer notre démarche. Donc effectivement, notre démarche, elle a été initiée par le plan local d'urbanisme. En 2003, quand nous avons voulu faire notre PLU, suite du plan d'occupation des sols, eh bien, on avait un document à remplir qui s'appelle le PADD, le Programme d'aménagement et de développement durable, qui nous a amené à réfléchir justement sur les orientations futures en termes de développement durable. Et là, on a été guidé à la fois par le bureau d'études, mais aussi par les services de l'État, par l'ADEME, par la région, sur des réflexions, en particulier sur le chauffage des bâtiments communaux. Alors, ce dont on s'était rendu compte, justement, dans cette étude, c'est que nous avions différents bâtiments communaux, donc la mairie, la salle omnisport, l'école maternelle, la salle des fêtes, ici, qui étaient dans un périmètre très resserré. Alors quand je dis périmètre très resserré, par exemple la distance entre la salle des fêtes et l'école maternelle est de l'ordre de 50 mètres. Donc ça vous donne un petit peu l'échelle. Donc on a, dans un périmètre très resserré, des bâtiments communaux déjà avec un potentiel relativement intéressant du point de vue consommation. Dans le même périmètre, on a un hôpital de 95 lits, qui n'est pas très loin, et on s'aperçoit que tout ça, c'est dans un périmètre pas trop perturbé, je dirais, par les routes et autres, si bien que ça nous a conduit à réfléchir à l'implantation d'une chaufferie centralisée qui, par réseau de chaleur, permettait d'alimenter à la fois les bâtiments communaux, mais aussi l'hôpital. Donc on a monté effectivement ce projet, et ce projet, eh bien, on l'a mis en place en 2006. Pareil, quand vous montez un projet de ce genre, vous faites des études comparatives. Je vais simplement vous donner deux chiffres au niveau de ces études comparatives. La solution fuel, qui consistait à remplacer toutes les chaudières fuel pour en mettre des neuves, plus performantes, condensation, etc., tout ce que vous voulez à l'époque. Donc du point de vue
technologique. Cette solution fuel, coût de l'opération pour l'ensemble des bâtiments, y compris l'hôpital, 58 000 euros. La solution réseau, construction d'une chaufferie centralisée, de réseau de chaleur, équipement en échangeur, etc., reprise des chaudières, etc., du secondaire dans les bâtiments publics, etc., tout ça, 1 million d'euros. Donc quand vous faites cette étude et que vous vous arrêtez simplement à ces deux premiers chiffres, il n'y a pas photo, il faut continuer avec le fuel. Donc il faut bien regarder en coût global, c'est-à-dire en coût sur un temps d'amortissement réel de l'opération, et nous on a travaillé sur 20 ans parce que c'était la durée de l'emprunt qu'on voulait faire, pour constater qu'au bout de 20 ans, effectivement, en coût global, la solution bois était nettement plus avantageuse que la solution fuel. Je me permets de rappeler quand même avec les coûts du fuel de 2003. Donc ça a évolué un petit peu depuis ça. Alors ensuite, on s'était rendu compte a posteriori qu'on avait oublié des bâtiments communaux. Il nous restait sur la commune encore quelques bâtiments qui restaient chauffés au fioul. Alors on les avait oubliés, pas tout à fait, mais c'était des bâtiments qui étaient déjà un petit peu plus distants. Et puis surtout, pour les alimenter, il fallait passer dans les rues, donc casser du goudron. Et puis il y avait aussi les problèmes de dénivelé. L'école primaire, là en haut, est nettement plus haute que la chaufferie. Et donc au début, il ne nous semblait pas pertinent d'alimenter en réseau de chaleur ces bâtiments. Néanmoins, on s'est rendu compte au bout de 2 ans que notre réseau de chaleur fonctionnait très bien et que c'était dommage de continuer à brûler du fioul pour quelques bâtiments, surtout que ces chaudières fioul n'hésitaient pas à tomber en panne, bien entendu en plein hiver, ça c'est classique, mais surtout le week-end. Voilà, donc ça c'est aussi classique, et donc ça crée des problèmes. Bon, conséquence, on a fait une étude à nouveau comparative entre, on reste au fioul, on change les chaudières, on en met des nœuds. Deuxième solution, on met 2 chaudières bois, une chaudière dans ce secteur, une chaudière dans ce secteur-là, pour alimenter ces bâtiments. Et puis troisième solution, on tire un réseau de chaleur depuis la chaudière existante pour alimenter l'ensemble des bâtiments restants. Très clairement, du point de vue financier, c'était la deuxième solution la plus avantageuse. C'était la deuxième solution la plus avantageuse, mais elle était plus avantageuse parce que les aides étaient plus élevées sur l'installation de chaudières. Par contre, tirer du réseau, on avait un peu moins d'aide. Alors on a quand même forcé un petit peu la main, et puis je pense que là, on a eu une bonne écoute de la part des financeurs, entre autres, qui étaient d'accord avec nous. C'était quelque part un petit peu idiot de réinstaller des petites chaudières bois dans d'autres endroits. Ça allait nous faire 3 installations de chaufferie à surveiller, avec en plus des chaudières de puissances différentes, donc des qualifications de bois, de granulométrie, de taux d'humidité différentes, etc. Donc une gestion quand même plus lourde. Et donc on a forcé un petit peu la main, et donc nous sommes arrivés à faire un réseau de chaleur. Alors ça nous a étendu notre réseau, on est passé de 600 mètres à 1,4 km. On a remis plus 800 mètres sur le réseau pour aller chercher ces bâtiments qui étaient un petit peu éloignés. Mais on avait fait aussi une communication en même temps en disant notre réseau va passer dans les rues, y a-t-il des gens intéressés? Et on a eu des réponses, et on a eu effectivement des particuliers qui ont demandé à être raccordés au réseau de chaleur. Et très clairement, donc maintenant, on a une vingtaine de logements de particuliers raccordés au réseau de chaleur. Alors, ça fonctionne bien, le bouche à oreille fonctionne bien aussi, et je ne vous cacherai pas que dans 15 jours, on va réouvrir à nouveau la rue pour raccorder cette fois une dizaine de logements de particuliers. On a de la demande pour être raccordé au réseau de chaleur. Alors on est bien d'accord qu'on ne raccorde pas tout et n'importe quoi au réseau de chaleur. On a par exemple des demandes dans des maisons qui sont par ici, qui sont relativement éloignées du réseau de chaleur, et tant que la demande n'est pas suffisante, tant qu'on n'aura pas une densité énergétique suffisante, on ne tirera pas le réseau de chaleur pour aller rechercher ces maisons. Alors ensuite, il y a un autre point qui peut venir à l'esprit des personnes, c'est vous avez une chaudière d'une certaine puissance et vous êtes en train de raccorder de plus en plus de maisons, comment vous allez arriver à un moment donné à sursaturer votre chaudière? Oui et non. Premièrement, la chaudière, on l'avait un petit peu surdimensionnée dans l'espoir d'avoir un écoquartier des maisons raccordées, donc ça, c'est un surdimensionnement. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que par exemple au niveau de l'hôpital, là, il y a eu des travaux très récents qui ont été faits au niveau de l'hôpital, un corps de bâtiment qui a été carrément démoli, reconstruit tout neuf avec un niveau supplémentaire, donc plus de surface, mais comme c'est un corps de bâtiment qui est reconstruit à l'état neuf, par rapport à l'existant qui était, je dirais, relativement énergivore, eh bien on a plus 100 000 kWh de disponibles sur notre réseau de chaleur. La consommation de l'hôpital va chuter,
Et en chutant, eh bien, ça nous permet justement de raccorder de nouvelles habitations, de nouveaux particuliers à notre réseau de chaleur. Et ça, c'est ce que je suis en train de vivre, moi, en tant que gestionnaire de réseau, c'est qu'on prévoit un réseau à un instant T, mais en fait, la durée de vie du réseau, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 10 ans, c'est 20, 30, 50 ans, et que durant cette durée de vie, ben, il ne faut pas hésiter justement à se dire, il y a des branches qu'on va être obligé de couper parce qu'il n'y a plus de demande au bout de la branche. Par contre, on peut créer d'autres branches parce qu'on a de la demande, etc. Donc il faut que ça vive un réseau. Il faut très clairement que ça vive. Et on ne va surtout pas empêcher les particuliers qui ont envie de faire des travaux d'isolation chez eux et qui sont raccordés au réseau de chaleur. On ne va surtout pas leur dire non, non, faites pas les travaux d'isolation parce qu'après vous allez moins consommer. Ce n'est pas le but du jeu. Pour l'instant, ils sont consommateurs. Ils ont signé un contrat, un engagement sur 10 ans. On leur a simplement dit, bon écoutez, on va essayer de bloquer pendant 5 ans la puissance, mais si au bout des 5 ans, vous avez fait des travaux et que vous avez moins de puissance nécessaire, eh bien on révisera notre contrat, on est prêt à le réviser sans aucun problème, sans aucun souci. Alors dernière information, donc à partir de, je dirais, de cette banque de données de 400 et quelques réseaux de chaleur, eh bien on trouve le prix moyen en euros hors taxe par mégawattheure de tous ces réseaux de chaleur. Alors ça passe de 30 euros jusqu'à un peu plus de 120 euros, donc vous voyez qu'on a une belle courbe, une belle distribution, et ça permet aussi d'en tirer la valeur moyenne qui est ici, et le trait que vous avez ici représente le positionnement de Tramail, donc vous voyez que Tramail on est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. On n'est pas tout à fait quand même dans les mêmes conditions de densité énergétique qu'en ville, ça il faut le reconnaître. On a été sauvé, il faut le reconnaître aussi, par l'hôpital qui est un gros consommateur, donc ça nous donne quand même quelque chose d'intéressant du point de vue réseau. Et ça nous permet donc d'avoir, je dirais, un prix qui au global se comporte pas si mal que ça. Une dernière remarque, nous appliquons une inflation énergétique sur nos tarifs, mais c'est une inflation très très raisonnée puisque nous nous sommes indexés à l'indice du loyer. C'est-à-dire que depuis 2006, l'augmentation est de 1,6% par an. Voilà, ce qui peut faire rêver certaines personnes. J'ai entendu ce matin qu'il y avait des personnes qui disaient qu'il fallait augmenter de 10% l'électricité prochainement. Dans l'information. Enfin, bon. C'est anecdotique. Non, c'est anecdotique, ça. C'est que la Creux qui annonce ça, quoi. C'est pas bon. Bien. Alors, petit tableau maintenant pour vous dire que nous fonctionnons en régie, c'est-à-dire qu'on n'a pas embauché de personnel spécifique là-dessus. Ce sont nos agents communaux qui entretiennent cette chaufferie, ceux qui bouchent les trous de nid de poule, etc., qui font l'entretien de peinture ou autre, voilà. Ils font aussi l'entretien de nos chaudières. Alors il est clair que quand on a un gros problème au niveau de notre chaudière, là on fait appel effectivement à des compétences externes, l'installateur ou le fabricant de la chaudière. En particulier, on a un contrat de maintenance, le fabricant de la chaudière vient 2 fois par an faire les contrôles de combustion et puis éventuellement, soit cette année, soit l'année prochaine, il va nous refaire le briquetage de la chambre de combustion. On travaille en budget annexe indépendant et ça c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que nous n'avons absolument pas impacté la fiscalité pour créer ce réseau de chaleur. C'est comme si c'était une entreprise indépendante qui avait créé ce réseau de chaleur qui en dépenses est alimenté assez facilement par le remboursement de l'emprunt qu'on a fait avec les intérêts, etc. L'achat du bois, oui, il en faut un peu, l'achat d'électricité, le remplacement des pièces d'usure, les casses, les machins, etc. Donc les dépenses, ça va, on connaît. Et en recette, c'est très simple, c'est la vente de chaleur. Et donc ce sont les usagers qui sont raccordés au réseau qui doivent permettre d'alimenter pour compenser. Et dans les usagers, eh bien, le budget annexe indépendant facture au budget principal de la commune le chauffage des bâtiments communaux. De même qu'avant, dans le budget principal, on achetait du fioul, maintenant on achète de la chaleur à un budget indépendant. Emplois locaux, c'est très clair, on favorise un petit peu les emplois locaux, très très peu, parce qu'en définitive, nos agents, de toute façon, avant, n'avaient pas plus de boulot ni moins, ils avaient à entretenir 7-8 chaudières fuel, maintenant ils ont une chaudière bois, donc pour eux la charge de travail n'a pas beaucoup bougé. Par contre, c'est au niveau de l'alimentation en bois, il y a des agriculteurs qui font du transport de bois déchiqueté, etc., qui sont payés, et ça permet de faire de la valorisation de ressources locales. Notre périmètre pour l'instant d'alimentation en bois déchiqueté, c'est maximum 6 km. Alors pas tout à fait, parce qu'il y a 15 jours, on est tombé en rupture de stock. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un problème cet hiver. On a consommé un peu plus que les années antérieures. Alors là, je tiens quand même à dire que, vous voyez, c'était même pas il y a 15 jours, c'était cette semaine, la semaine dernière.
J'ai donné un seul coup de fil le mardi, et le jeudi, j'avais 60 mètres cubes qui tombaient dans mon silo. Donc vous voyez, la ressource bois déchiqueté, elle existe, on n'a vraiment pas de problème. Et je tiens à dire que pour l'instant, j'ai souvent plutôt des coups de fil inverses. Monsieur le maire, j'ai 30 tonnes de bois déchiqueté, quand est-ce qu'on vous livre? Ben jamais, parce que ma chaudière tourne déjà 350 jours, et qu'il faut que j'arrête quand même 15 jours pour l'entretenir. Je ne vois pas ce que je vais faire de vos 350 tonnes. Voilà. Ensuite, maîtrise des coûts de l'énergie, inflation très limitée, ça j'en ai parlé. Énergie renouvelable, bon, ben, ma foi, on a vu les petits graphiques tout à l'heure, hein, le bois déchiqueté se comporte très très bien, avec un impact environnemental qui est tout à fait limité. Donc pour nous, entre guillemets, ce n'est que du bonheur. Ce qu'on espère, c'est que ça se poursuive, que ça se développe. Ce qu'on espère aussi, très clairement, c'est qu'il y ait d'autres collectivités qui s'engagent aussi dans ce champ d'investigation, parce qu'on a une ressource, elle existe, et c'est dommage de laisser cet or vert dormir à nos pieds, et puis d'aller chercher de l'or noir bien loin. Je vous remercie pour votre attention.